el siguiente compartir, que viene de una de nuestras invitadas internacionales, más exactamente de Francia, del Centro Nacional del Libro, CNL. El nombre de esta ponencia es el siguiente: el CNL, el Centro Nacional del Libro, apoyo decidido al libro y la cultura, está a cargo de Florabel Rouget. Florabel es jefe del Departamento de Creación del CNL. Estudió Letras Modernas e inició su carrera como agregada de prensa en la editorial Actes Sud. En 1993 ingresó al CNL como encargada de la misión para los intercambios internacionales, en particular las Villes étrangères, y la invitación a los escritores extranjeros a la Feria del Libro de París. Luego se desempeñó como responsable de la Oficina de Autores. La Oficina de Creación del CNL maneja las ayudas a autores, traductores, traductoras, editores y revistas. Bienvenida, Florabel. Buenas tardes. Voilà, ça c'est fait. Après, je suis confuse, mais je ne parle pas espagnol. C'était pour faire une petite illusion. Voilà, je suis à ce titre un bel exemple peut-être des difficultés que la France a à maîtriser les langues étrangères, ou alors ce n'est que moi. Mais je suis extrêmement bien représenté, voire incarné par les interprètes qui sont là et qui m'ont d'ailleurs permis de suivre les premiers débats et les premières interventions. Alors, je vais vous faire une présentation du Centre National du Livre, qui est un établissement public dédié au soutien à ce qu'on appelle en France la chaîne du livre, de l'auteur au libraire, puisque c'est plutôt demain que j'interviendrai plus spécifiquement sur la traduction, mais je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur ce que j'ai entendu là et vous dire tout de suite, parce que j'en ai envie, que la traduction est évidemment au cœur de l'action du CNL, dans son soutien aux éditeurs, aux livres traduits, dans son soutien aux traducteurs, par le biais de différents types d'aides, et par son soutien aux différentes associations qui représentent les traducteurs. C'est un combat qui existe depuis à peu près une cinquantaine d'années, puisque le Centre National du Livre existe depuis 1946, même si ses missions ont largement évolué depuis. La traduction, le respect du traducteur, le respect du travail, de la qualité de la traduction, la question des droits d'auteur, du statut, de l'évolution de la profession a toujours été une de nos priorités, l'est toujours. On a consacré il y a quelques années une étude à la condition du traducteur qui a donné lieu à toute une série de préconisations très concrètes, que je vous exposerai peut-être plutôt demain. On travaille en collaboration autant que faire se peut avec le syndicat national des éditeurs, ce qui a permis, je dirais, de donner un cadre qui n'est pas un cadre légal, mais en tout cas un ensemble de pratiques qui sont, je crois, respectées et qu'en tout cas nous tenons, nous, dans les conditions de nos aides, à faire respecter. Voilà, donc je me sens très proche de vos problématiques. La formation des traducteurs, est aussi une de nos priorités. On a instauré des formats, des écoles. Voilà, donc je suis très contente d'être là. J'ai enchaîné comme ça, quasi dans l'émotion, mais je voulais surtout remercier à la fois l'Association des traducteurs et interprètes et le département des langues étrangères de l'Université nationale
de me permettre d'être là. D'abord, je n'étais jamais venue en Colombie, donc ça c'est fait aussi. Donc je suis assez contente et je suis très fière. Voilà. Donc, plus concrètement sur le Centre national du livre, donc c'est un établissement qui dépend du ministère de la Culture, mais qui est autonome financièrement. Vous m'entendez toujours là? Ok. Non. Oui, non. Là, non. Vous êtes toute seule en même temps? Non, je rigole. Je suis peut-être trop loin. Là, c'est bon. Ça va là? Moi, je vais parler plus fort. Donc, c'est un établissement qui est autonome financièrement, hein, ce qui est une aubaine, je dois dire, vu les financements publics dédiés à la culture, je pense qu'en France comme ailleurs. Donc, nous sommes en fait financés par une taxe sur les éditeurs et depuis les années 80 par une taxe sur les appareils de reprographie. Nous sommes néanmoins sous tutelle, c'est-à-dire que nous dépendons aussi des grandes orientations liées à la construction des politiques publiques. Et notre périmètre d'action est essentiellement la subvention à la chaîne du livre. Donc, c'est-à-dire la subvention, je commence par le début, aux auteurs et traducteurs par le biais de bourses leur permettant de faire leur travail. Ensuite, aux éditeurs, soit par des prêts structurels, des prêts économiques aux structures, soit par des subventions aux projets, hein, que ce soit des projets d'ouvrages traduits ou des projets d'ouvrages en français. Nous soutenons également les revues et ensuite les manifestations dédiées à la littérature, les salons du livre, les festivals, les bibliothèques et les librairies. Tout ça dans un champ littéraire, c'est-à-dire que nous sommes dédiés à la littérature au sens très large et aux sciences humaines au sens très large. C'est-à-dire que quand je vais parler de traduction et de traducteur, nous, ce qui relève de notre périmètre, c'est la traduction littéraire et donc le statut de traducteur littéraire qui est, je pense qu'on en parlera vendredi, un petit peu différent que le statut de l'interprète, enfin en tout cas en France, ou du traducteur technique qui peut avoir peut-être un statut plus clair, en tout cas chez nous, ou un périmètre d'action plus cadré et en tout cas avec peut-être plus de règles et moins de précarité que le traducteur littéraire aujourd'hui. Donc le Centre national du livre fonctionne par commission, donc c'est 30 millions d'intervention, hein, de moyens d'intervention. C'est une 60aine de personnes et son principe est un principe d'expertise collégiale, c'est-à-dire que tous les projets qui font l'objet d'une demande d'aide sont examinés par des commissions extérieures constituées des professionnels du livre, traducteurs, éditeurs, libraires, journalistes, auteurs, qui sont nommés pour une durée limitée, 3 ans, et qui, dans le cadre d'une 20aine de commissions thématiques, examinent les dossiers, donnent un avis, avec une procédure très précise, hein, c'est-à-dire un rapport écrit, puis un débat collégial, et cet avis est validé ou non par la direction du CNL. Donc, généralement, ils sont d'ailleurs tous validés. C'est important quand même de savoir que les commissions sont consultatives. Ça favorise, je dirais, une forme à la fois de liberté des échanges et en même temps garantir une équité dans le traitement qui est fait aux demandes. Donc ces commissions sont, pour ce qui concerne le périmètre de mon département, hein, puisque le département de la création s'occupe de tout ce qui relève des aides aux éditeurs, auteurs, traducteurs et revues. Donc nous gérons une 15aine de ces commissions thématiques qui sont en fait définies par genre littéraire. Vous avez une commission poésie, théâtre, roman, philosophie, sciences humaines, art. Et en fait, toutes ces commissions sont évidemment constituées de spécialistes du dit domaine. Hein. Donc nous examinons à peu près 4000 demandes par an. Et nous octroyons
je dirais à peu près 60% de demandes, enfin 60% des demandes ont une réponse favorable. Donc ça, c'est pour l'activité, je dirais, le cœur de cible de l'activité du CNL. À côté de ça, évidemment, le CNL soutient aussi des associations dédiées aux professionnels du livre. Donc pour ce qui concerne mon activité et rejoint la vôtre, des associations de traducteurs, bien sûr, notamment l'association des traducteurs littéraires de France, que nous soutenons depuis 40 ans, qui a créé, en lien avec notre établissement, un collège international des traducteurs, que peut-être certains connaissent, qui est basé dans le sud de la France et qui a pour mission de recevoir des traducteurs étrangers et des traducteurs français, d'organiser chaque année des assises internationales de la traduction, où les questions à la fois de fond dédiées au métier traducteur, mais aussi de statut et d'évolution de la profession sont abordées, associations qui pèsent aussi dans les négociations qu'il peut y avoir, soit dans les relations avec les éditeurs pour des questions d'évolution de contrat, ou de façon dont le traducteur est représenté ou tout simplement présenté dans ses travaux, mais aussi avec parfois les institutions publiques ou avec toute la chaîne du livre pour savoir comment, par exemple, le traducteur est présent quand on évoque un ouvrage traduit. On a obtenu, par exemple, que le traducteur soit évidemment présent sur les ouvrages, mais on regrette encore que trop souvent, quand un prix est remis à un auteur étranger, et donc en France, un ouvrage traduit et primé, on oublie complètement le nom du traducteur, ou encore à la radio ou dans les médias, on se félicite de l'excellence de tel ou tel ouvrage traduit, et on cherche en vain, ou alors en tout petit, la mention du traducteur, à croire que tous ces ouvrages ont finalement été écrits directement en français, et que le traducteur s'efface complètement devant l'auteur. Donc il y a du travail, hein, c'est sûr qu'on avance doucement, mais je crois que les choses changent. Elles changent aussi parce qu'il y a des collectifs derrière. Le problème, je crois, je me rends compte que je suis en train de dévier, de revenir à cette question de traduction, parce que ça me passionne. Mais la question du traducteur, c'est la question de l'auteur, hein. Le traducteur est un auteur, de toute façon, au sens premier, parce qu'il est l'auteur de l'œuvre originale qu'il crée. En France, en termes de statut, hein, puisqu'il est rémunéré en droit d'auteur. Et comme l'auteur, il est assez seul, hein, parce que ce sont des activités qui ne se font pas en groupe, on ne va pas dans une entreprise, donc c'est difficile de fédérer des énergies dans ce cadre-là. Des associations existent, et je trouve d'ailleurs que les traducteurs se sont mieux organisés que les auteurs, hein, qui en France ont réussi à s'organiser dans certains domaines, comme les auteurs jeunesse ou les auteurs de bande dessinée, pour défendre leurs droits. Les traducteurs l'ont fait, pas encore assez, hein. Nombre de traducteurs, à la fois, je dirais paradoxalement, souffrent de cette solitude et des conséquences néfastes pour l'exercice de leur profession qu'elle génère, c'est-à-dire ignorance de certaines conditions de travail, sentiment d'impuissance pour lutter ou négocier avec un éditeur ou connaître ses droits, et en même temps une espèce de mythe comme ça que ce travail de création devrait se faire dans une petite mansarde, loin de toute contingence matérielle. Bon, là, c'est cette belle contradiction de l'artiste. Moi, je crois qu'au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Hein, si on veut défendre ses droits et exercer un métier. Moi, demain, si je veux être boulangère, j'irai me renseigner sur la façon dont ça se passe. Donc, c'est pas parce qu'on exerce un métier artistique qu'il serait
serait péjoratif d'aller se renseigner. Donc je ne crois qu'à ça, c'est-à-dire à ce que les professionnels, quels qu'ils soient, se mettent ensemble, d'autant qu'il existe déjà pas mal de structures, vous en avez également. L'union, pour le coup, là, fait vraiment la force. Quand il faut aller négocier auprès d'un syndicat d'éditeurs ou auprès des pouvoirs publics pour que, par exemple, certains contrats types fassent vraiment référence, ou que des modes de rémunération fassent référence, ou que des pratiques de relations ou des pourcentages de droits, que tout ça avance, on est évidemment beaucoup plus efficace quand on est nombreux que tout seul. Voilà. Alors, sur les dispositifs plus particuliers du CNL, donc on en a beaucoup. Je vais vous épargner tous ceux dédiés à la librairie, aux manifestations littéraires, pour vous expliquer plutôt ce qui relève de mon département et qui peut toucher aussi la traduction. Donc nous avons un dispositif dédié aux auteurs, qui est une bourse d'écriture en fait, dont le principe est de donner une somme d'argent qui permet à l'auteur de se dégager soit d'autres activités ou de s'éviter d'en prendre pour faire bouillir la marmite. C'est ce qu'on appelle tout simplement une bourse de création. C'est le dispositif le plus utilisé par les écrivains, puisqu'il n'y a aucune contrainte, si ce n'est de mener à bien le projet qu'on a présenté à l'appui de sa demande. Nous avons sur le même principe une bourse aux traducteurs, qui permet aux traducteurs de dégager du temps pour écrire. Alors cette aide-là est assez récente. Alors dans l'histoire du CNL, on a défait, on a refait, mieux que celui d'avant bien sûr, et un peu moins bien que celui qui arrivera après. Donc ces aides-là ont existé, ont disparu. Nous venons de la remettre au goût du jour, puisqu'avant nous avions un autre dispositif qui était en fait un complément de rémunération pour les traducteurs. C'est-à-dire que s'ils étaient payés un certain prix au feuillet et qu'ils estimaient que la difficulté du travail engagé n'était pas... que la rémunération était pas assez importante par rapport à la difficulté du travail, la commission pouvait compléter ce revenu en octroyant une subvention. Après discussion avec les associations de traducteurs, cette aide finalement devenait finalement assez compliquée, puisqu'il fallait expliquer pourquoi ce travail était particulièrement difficile. Donc finalement ça excluait des traductions d'ouvrages dans des langues qui n'étaient pas forcément des langues minoritaires, mais qui demandaient quand même beaucoup d'investissement et qui auraient mérité une rémunération plus élevée. Donc, avec les associations de traducteurs, nous avons opté pour une aide plus simple, une bourse, voilà, de 3 500 ou 7 000 euros, qui permet aux traducteurs de se consacrer sereinement, sans chercher d'autres activités, à ce travail. Alors, comme ça, c'est merveilleux. Après, on est comme tout le monde, on a des moyens financiers qui ne nous permettent évidemment pas d'accepter toutes les demandes. Et puis en plus, nos commissions sont d'une exigence extrême. Donc vraiment, en gros, c'est une bourse sur deux, quels que soient les domaines. Enfin, ça a quand même le mérite d'exister. Nous avons un troisième dispositif dédié aux auteurs ou aux traducteurs, qui est une aide à la résidence. C'est-à-dire, si un écrivain ou un traducteur est contacté par une structure, une bibliothèque, une association dédiée aux activités culturelles, pour venir travailler un projet personnel, mais en même temps rencontrer un public scolaire ou dans une librairie, nous pouvons lui octroyer une rémunération mensuelle pendant le temps où il est en résidence. Donc ce soutien est ouvert aux traducteurs,
aux auteurs. Quand je dis auteurs, c'est illustrateurs ou écrivains. Les illustrateurs sont bien évidemment considérés également comme des auteurs. Donc ce dispositif, ce sont pour les traducteurs ou les auteurs francophones. Nous avons aussi un dispositif pour les traducteurs étrangers, qui est d'ailleurs beaucoup plus utilisé que celui dédié aux traducteurs français. Mais quand je vous dis beaucoup plus, c'est qu'on doit avoir 90 demandes aux traducteurs étrangers par an, contre une vingtaine pour les traducteurs français. Et cette aide-là est une bourse de résidence, toujours sur un projet de traduction spécifique, dont la qualité est examinée. Et les traducteurs qui obtient l'aide peut venir en France de 1 à 3 mois pour poursuivre son travail d'écriture. Il peut être accueilli soit au Collège international des traducteurs à Arles, soit dans des conditions financières favorables à Paris, dans une structure d'accueil qui s'appelle les Récollets, ou alors s'il veut aller, s'il a d'autres moyens de se loger, il va où il veut. La rémunération est de 2 000 € par mois. Donc sur les auteurs et les traducteurs, voilà, nous avons ces 4 dispositifs qui tous, encore une fois, sont examinés par les commissions. Le premier critère étant toujours la qualité des projets, à la fois dans leur pertinence, dans leur originalité, mais aussi dans la qualité de la traduction ou de l'écriture qui est proposée. C'est exactement ce qu'on a. La deuxième chose, c'est que nous n'aidons que des auteurs qui sont engagés dans la profession. C'est-à-dire que pour nous, un auteur, c'est quelqu'un qui a déjà publié. Donc nous n'aidons pas à devenir auteur, nous n'aidons pas des gens à publier leur premier roman ou des traducteurs à publier leur première traduction. Nous estimons que nous ne sommes pas éditeurs. C'est l'éditeur, en tout cas dans notre économie, qui fait l'auteur, qui l'accompagne, c'est un métier. Donc nous intervenons après. Alors, c'est important parce que je dirais qu'Internet a développé des talents d'auteurs foudroyants et on n'arrive plus à faire face. Donc voilà, aujourd'hui, on peut tout à fait être publié en numérique, c'est pas la question, mais un auteur, c'est quelqu'un qui a un éditeur. Et un éditeur, c'est un métier et ça répond à certaines conditions de professionnalité. Alors, peut-être, j'ai piqué une montre à ma voisine, je la regarde même pas. Voilà, ça va. Peut-être sur les traducteurs pour terminer sur l'aspect formation. Donc, la formation des traducteurs, on l'accompagne d'une façon indirecte par nos aides, mais je dirais que là, on est dans de la formation continue, puisqu'on s'adresse à des traducteurs qui sont déjà engagés dans leur profession, que ce soit en accueillant des traducteurs étrangers ou que ce soit en soutenant des traducteurs français. Nous avons fait faire donc par un sociologue il y a quelques années donc une étude qu'il a appelée la condition du traducteur, qui recensait à la fois les difficultés du métier, ses évolutions, et qui a pointé entre autres le problème de la relève des traducteurs, c'est-à-dire d'une génération à venir de traducteurs qui à la fois étaient assez nombreuses dans certains domaines linguistiques, et pour nous notamment l'anglais, alors que le marché est complètement saturé, et absolument défaillante sur d'autres domaines de langue, et aussi le fait qu'il fallait absolument qu'il y ait une formation professionnelle sur l'environnement de ce métier-là, en plus de la formation, je dirais, linguistique et de traductologie, évidemment, inhérente aux formations universitaires. Donc nous avons fait une expérience en lançant une petite, toute échelle gardée, école de traduction littéraire, dont le principe est multilingue
et qui accueille en fait une quinzaine de très jeunes traducteurs qui ont un ouvrage généralement déjà publié ou des articles, et qui à la fois leur propose de travailler, mais toutes langues confondues, dans le cadre d'ateliers avec, je dirais, leurs pairs, avec leurs aînés, eux engagés dans la profession. Donc la moitié de l'enseignement, ce sont des ateliers de traduction, et l'autre moitié, c'est un contact très direct avec la chaîne du livre. C'est-à-dire qu'ils rencontrent des éditeurs, ça a l'air tout bête, mais être traducteur, c'est aussi répondre à certaines règles. On peut être excellent, mais c'est respecter les délais, c'est connaître un peu les contraintes de son éditeur, de savoir ce que c'est qu'une chaîne de fabrication, de savoir que le correcteur va travailler comme ça, de savoir que s'il y a un planning à respecter, il est absolument à respecter, de savoir aussi comment se fait la promotion du livre, enfin, voilà, d'être vraiment, de rentrer dans la réalité de ce qu'est l'édition, puisque c'est la finalité des traducteurs littéraires, et aussi de nouer des contacts. Donc cette école en est maintenant à sa 3e année, donc on est resté à une petite échelle d'une quinzaine de traducteurs par promotion, pour garder cette possibilité de travail de groupe très efficient, pour ne pas non plus, il ne s'agit pas de faire concurrence ni à l'université ni à d'autres programmes, au contraire c'est complémentaire. Et on essaye dans la sélection de mettre en avant des langues qui sont moins représentées aujourd'hui. Voilà, donc cette formation maintenant est prise en charge par un organisme français qui a labellisé cette école et qui fait que nous pouvons bénéficier de subventions pour que les traducteurs qui soient formés soient pris en charge. Voilà, donc on n'en est qu'à la 3e année, donc on verra ce que ça donne. Je dirais nos traducteurs, pour certains, ont commencé à avoir des contacts sérieux avec les éditeurs. Voilà, donc on a essayé de prendre à l'autre bout de la chaîne assez concrètement les choses en main pour que sur certaines langues, des traducteurs s'engagent dans la profession, enfin, qu'on les accompagne pour qu'ils s'engagent dans la profession. Voilà. Merci. Muchísimas gracias a Florabel Roger por la exposición de algo que sin duda parece un mundo de fantasía para nosotros en Colombia, pero que también tiene que servir de interrogante para la Cámara del Libro, tan cercana a este espacio geográficamente y tan alejada en su presencia real. ¿Sí? Vamos a abrir una sesión de preguntas para la ponencia que acaba de concluir. Entonces, quienes deseen hacer la pregunta la harán en español, ¿sí? Y será traducido para Florabel y ella a su vez contestará en francés y será traducido también a través de cabina. Quienes tengan preguntas, doy un pequeño tiempo para que las formulen. Y vamos a atender un número limitado de preguntas también, porque tenemos todavía un punto más para concluir esta jornada de inauguración.
utilice este micrófono. Está bien. Yo lo traigo. Sí, buenas tardes. ¿Existen periodos concretos o alguna convocatoria para enviar proyectos? Repite la pregunta. Sí, repito otra vez. Sí, preguntaba si existen periodos concretos o convocatorias concretas para el envío de proyectos a valorar, para el caso de traductores extranjeros. Bien sûr. Non, vous ne croyez pas que c'est comme ça tout dans... Alors, non mais bonne question, j'ai pas osé aller être aussi technique, mais il y a 3 sessions par an. Donc vous avez sur le site du CNL toutes les dates, mais notamment pour les traducteurs étrangers. En fait, les 3 sessions, c'est pour tous les dispositifs. Vous avez une session en juin, avec un dépôt de dossier 2 mois avant, le 20 février. Donc, 20 février, commission en juin. 10 juin, commission en octobre. 31 octobre, commission février. Alors, attention, parce que pour les bourses aux traducteurs étrangers, ça passe par les postes, par les ambassades de France à l'étranger. Donc, si vous pouvez vous y prendre un petit peu plus en amont, c'est mieux pour nous. Parce que eux, ils donnent... Il y a un avis de... Mais en fait, il faudrait que j'enlève ça, voilà. Il y a un avis de... Je me disais, je comprends pas. Donc, il y a un avis des postes, en fait, qui, c'est normal d'ailleurs, qui vont hiérarchiser les demandes. Donc, c'est à eux que vous devez adresser les candidatures. Est-ce que les candidatures peuvent être aussi collectives ou tout à fait individuelles? Collective. Vous voulez partager la bourse, vous? Sí, pregunto si las participaciones de los traductores extranjeros pueden ser colectivas o solamente individuales. Alors, si vous entendez par collective une co-traduction, alors non. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il est difficile de juger dans une co-traduction qui fait quoi, sauf à avoir 2 textes très identifiés, puisque nous jugeons la qualité de la traduction. Et s'il y a plusieurs textes, enfin, on est vraiment là sur un projet personnel. Hein, donc c'est plutôt des traductions dont vous êtes seul l'auteur. Quisiera saber si para postular un proyecto hay que adelantar o es necesario estar adelantando o haber adelantado estudios de formación en traducción. O sea, tener formación académica en traducción, acreditar formación en el campo. Alors, pas du tout. Alors, c'est toute la beauté et le paradoxe de cette profession, c'est que la formation d'autodidacte est la seule chose qui va jouer, c'est la qualité de votre traduction. Donc, votre CV peut être regardé, mais plus au titre des traductions que vous avez faites. Ce qui va être regardé, c'est l'échantillon de traduction qu'on va vous demander, joint à votre dossier, et c'est ça qui va compter.
est quasiment que ça. Après, ce que vous êtes en tant que traducteur, cursus, études, c'est comme pour un auteur, ce qui, au bout en tant que traducteur littéraire, ce qui va peser, vous avez peut-être fait ça, peut-être ça, peut-être ça. C'est les traductions que vous avez publiées de façon effective. Hein, on est dans une profession quelque part qui a que le résultat qui va compter. Donc non. Yo quisiera preguntar con respecto al criterio principal que nos presentas esta tarde. La comisión analiza la calidad de los libros, eso es lo que tú has enfatizado, que es como primer criterio lo más importante. Pero, ¿qué es esa buena calidad y quiénes son los garantes o las personas que dicen que una traducción es de buena calidad? Alors, ça, c'est un grand débat. Alors, c'est pas la qualité du livre, hein. Je parle bien de la qualité de la traduction. Sí, exactamente. Voilà. ¿Quiénes dicen y determinan? Alors, qui analyse? Un autre traducteur. Alors après, tant qu'on n'aura pas remplacé les commissions par des ordinateurs, il y aura de l'humain derrière et donc forcément de la subjectivité. Celui qui me trouve un système meilleur que celui-là, je serais ravi. Donc, sans plaisanter, la traduction va être expertisée par un ou deux autres traducteurs. ¿Hay lineamientos dentro de esa? ¿Hay lineamientos claros? ¿Esos traductores obedecen a ciertos principios o es simplemente la opinión profesional de esos traductores la que define la calidad? Alors, on a une liste de critères, mais honnêtement, on vous parle de littérature et on parle d'une matière artistique. Alors, moi, oui, effectivement, ne serait-ce que pour que nos tutelles, dans nos évaluations, on nous dise pas qu'on fait à la tête du client, mais oui, c'est comme pour un livre, on va mettre nombre de, voilà, est-ce que le sens est respecté, est-ce que il y a hiérarchisé la typologie des fautes, voilà, mais c'est le bon sens qui parle, c'est-à-dire que est-ce que cette traduction respecte le texte original, est-ce qu'elle en respecte l'âme, la musique, est-ce que si transposition il y a, elles sont pertinentes, et en même temps, une fois que je vous dis ça, la traduction n'est pas une science exacte. Je crois que vous êtes bien placé pour le savoir. Donc oui, je vais même vous dire, je confie peut-être un an après à d'autres gens, ils auront un avis contraire. Donc, je dirais par défaut, pour essayer quand même de trouver une façon de donner une expertise assez juste, eh bien, on fait confiance à d'autres traducteurs, on fait confiance derrière, puisque le traducteur, il va faire une note écrite qui va être lue en commission. On fait confiance au débat collégial et public qui fait que normalement, tout le monde fait un petit effort pour être au plus près de sa propre conscience. Voilà, mais je crois que tous les examens, que ce soit pour en littérature ou dans d'autres formes d'art, on aura cette insatisfaction ou pas. Il n'y a pas un code. Je ne peux pas cocher en disant clac, 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 ça c'est une excellente traduction. Par contre, à l'inverse, je peux dire ça, s'il y a 3 contresens par page, 12 faux sens, qu'il y a un tiers du bouquin qui est oublié, voilà, là il y a un problème. Hein, s'il n'y a pas la concordance des temps, s'il n'y a pas les références culturelles, bon, il y a quand même des tas de moyens, c'est toujours plus facile de savoir ce qui est mauvais que ce qui est bon, mais voilà. Humblement, on s'en sort comme ça fonctionne plutôt bien, mais des fois on fait des erreurs.
certainement. Sí, gracias Florabel por esta exposición tan completa y clara de los diferentes apoyos que da el Centro Nacional del Libro al traductor literario. Quisiera preguntarte, bueno, lo que te estaba preguntando cuando hicieron la primera pregunta, ¿puedes abundar un poco más en cuanto a la escuela de traductores que mencionaste al final de tu ponencia, por favor? ¿En qué consiste? ¿Qué condiciones se piden? ¿Quiénes pueden ir? Etcétera. Gracias. Alors, donc, cette école, comme je vous ai expliqué, elle vient d'un constat qu'il manquait peut-être d'un constat et d'une idée, d'un constat qui manquait des formations. Ça, c'est ce que nous avions perçu suite à l'enquête de Pierre Assouline sur le métier de traducteur, d'une envie d'un traducteur, Olivier Manoni, qui est un traducteur d'allemand, qui a imaginé un peu ce concept, et d'un état des lieux de ce qui existait, c'est-à-dire une formation, enfin une forme de formation continue par le biais des différentes aides que nous proposions, une formation ponctuelle, ce que je n'ai pas évoqué, et Arturo me l'a fait, qui est la Fabrique des traducteurs, qui est un autre dispositif qui a été créé par le directeur du Centre international de la traduction dont je vous parlais, qui est sur un temps assez resserré, 2 mois généralement, 6 traducteurs, généralement 3 Français et 3 dans le pays invité, ça peut être le Mexique, la Corée, il y a eu l'Algérie, il y a eu plusieurs traducteurs, et un travail en tandem, 3 binômes pendant 2 mois intensifs à Arles. Donc ça, plus ça, plus ça, il nous semblait manquer quelque chose que nous souhaitions faire reconnaître comme une formation professionnelle sur du long terme, avec un concept multilingue. C'est-à-dire que l'idée n'était pas « je maîtrise telle langue », c'est quand même le principal. Ensuite, il y a 2-3 petits trucs à savoir et c'est ça la traduction. Je suis pas traductrice, hein, donc je suis pas de parti pris. Mais essayons d'avoir une approche différente. Tentons-la. C'est-à-dire que la traduction, c'est pas ça. La traduction, évidemment, il y a une maîtrise de la langue, on est bien d'accord. Mais c'est un ensemble de savoir-faire pour lequel la transmission est fondamentale. Donc, travaillons en atelier le problème de la traduction de l'argot ou du vocabulaire, de l'onologie ou de tel champ linguistique. Il se pose de la même façon, avec des solutions différentes, mais il se pose quelles que soient les langues. Enfin voilà, toutes ces questions-là. Donc, et l'idée, c'était de créer un groupe pour que les traducteurs sortent un peu justement de ce qu'ils avaient pu constituer dans le cadre de leur cursus universitaire, alors qui est majoritairement anglophone dans les masters de traduction qu'on a à Paris, pas que, mais majoritairement, et aille se frotter un peu à d'autres réalités et échange. Et tiens, bah toi en coréen, ah ben ça c'est comme ça, ben là nous en chinois c'est comme ça, ben en espagnol pas du tout, c'est intéressant, on transpose pas cette erreur là, on l'a fait tout le temps, ah pas, voilà, tout cet échange là. Donc on a lancé ça au début complètement financé par le CNL. On a sélectionné une quinzaine de traducteurs. Alors, on s'était dit, on veut au moins une publication. Hein. Donc, c'était presque tout neuf, mais pas tout à fait tout neuf. Au moins une publication. Et on veut essayer d'avoir des langues différentes. Donc, la première fois, on avait 15 candidats, on avait 8 langues différentes.
Alors on a un peu pénalisé les anglophones, hein, parce que on voulait pas former 15 anglophones, ils ont d'autres structures. Et puis voilà, on avait un objectif, non pas de rééquilibrer tout, mais quand même de participer à une forme de rééquilibrage. Donc ces traducteurs s'engageaient. Cette école, elle fonctionne le samedi. Alors faut en vouloir, hein. Un samedi sur 2 tous les mois. Dans les locaux du CNL, on a un peu improvisé, hein, et on a travaillé avec leurs aînés qui se sont précipités, c'est-à-dire tous ces traducteurs qui sont dans nos commissions, qui sont dans l'association des traducteurs, se sont portés volontaires quasi bénévolement pour venir parler de la poésie grecque au IXe siècle, de la traduction des armes à feu dans le polar américain, de la pornographie en serbe, voilà. Et donc ça, c'était le principe d'atelier de traduction. Alors, ça donnait des choses assez extraordinaires. Je me souviens d'une première séance avec un traducteur de russe qui s'appelle André Markovitch, qui s'adressait... il devait y avoir un traducteur de russe sur les 15, et qui a fait un show complet. À la fois, personne ne comprenait rien, et tout le monde a compris ce dont il s'agissait, c'est-à-dire un travail sur 2 phrases... avec au début des clés de mot à mot pour ceux qui... Et voilà, tout dans, je dirais, l'esprit de la traduction et puis le plaisir aussi. Le plaisir et la valorisation. Moi, j'ai assisté à pas mal d'ateliers, d'Aboris Marbien, ce qui est quand même le nerf de la guerre. Et puis ça échange, et puis ça constitue un groupe. Ça constitue une promo. Et ça n'existe pas dans cette profession. Et je peux vous dire que la première promo, elle accueille les suivants, les larmes aux yeux. Ah, c'est de ma faute, c'est moi qui les ai traînés en plus. Voilà, donc le principe, bon voilà, donc ça a fonctionné. Donc ça a fonctionné, atelier de traduction, avec une liberté totale de celui qui intervient. Il fait ce qu'il veut. Et ensuite, rencontre avec le monde du livre, c'est-à-dire un libraire qui vient raconter son métier, une correctrice qui vient expliquer comment elle travaille, un éditeur qui vient dire ce qu'il attend de son traducteur, parler de son catalogue, des auteurs qui viennent raconter leur expérience d'auteur traduit. Voilà, tout est possible. Un juriste qui vient parler du contrat, quelqu'un qui est doué en informatique qui vient dire ben voilà les ressources, vous cherchez ça quand on débute, ben, il y a des tas d'outils qui existent déjà pour aller chercher du vocabulaire, des références culturelles. Donc voilà, donc la première promotion a très bien marché. La deuxième aussi, parce qu'on a la troisième. Après, ce qu'on a réussi à faire, c'est que depuis 2013 en France, il y a une cotisation qui est prise sur les droits d'auteur qui correspond à la formation. Donc il y a 0,30% qui est pris sur tout droit d'auteur perçu qui va dans un fonds dédié à la formation. Ce fonds dédié à la formation, il concerne tous les auteurs. Donc quand je dis auteurs, c'est les photographes, les plasticiens, les artistes. Donc la part livre là-dedans, c'est que ça. Donc il était urgent de dépenser ces sous qui allaient être utilisés par tous les autres. Donc on a monté un dossier pour que les traducteurs qui s'inscriraient dans cette formation puissent bénéficier, on a réussi à l'autofinancer quasiment, puissent bénéficier de cette aide à la formation. Donc là on est très content parce que c'est un peu, on rend à César ce qui vient de César quand même, puisqu'il cotise, et puis ça donne un cadre, et c'est important. Je crois que pour les traducteurs, voilà, c'est une vraie formation. C'est pas 15 gugus qui se mettent ensemble pour s'amuser. C'est une vraie formation reconnue comme telle. Donc là, on en est à
À la troisième, là, on va auditer des candidats pour faire une troisième session en 2016. Après, ça durera ce que ça durera, mais... Voilà.